Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire sur les intentions de semis 2026 avec Jean-Philippe Boucher de GrainWiz. Je me présente, je suis Emmanuelle Arès, je vais être votre animatrice ce matin et je suis éditrice du Bulletin des agriculteurs. Ce webinaire-là, c'est le 6e qu'on vous présente. On a commencé en 2021 et bien sûr, c'est rendu possible grâce aux commanditaires. Alors, nos commanditaires principaux, c'est Semences Pride, Pioneer, G3 et Syngenta. Et on a aussi nos commanditaires réguliers, Prograin et les producteurs de grains du Québec. Alors, on les remercie beaucoup. Alors, je vais vous présenter notre conférencier Jean-Philippe. Jean-Philippe a étudié en agronomie à l'Université McGill. Il a une maîtrise en administration des affaires de l'Université Laval. Et sa grande passion pour les marchés boursiers, l'économie et le domaine de la commercialisation des grains l'a amené à devenir consultant, conférencier et formateur auprès des producteurs et des entreprises agricoles. Il est le fondateur du site Internet GrainWiz et cofondateur de la Tournée des grandes cultures du Québec. Et il va me détester pour dire ça, mais ça va bientôt faire 20 ans qu'il travaille pour le bulletin. Merci beaucoup, Effectivement. Jean-Philippe. Puis je te cède le micro quand tu es prêt. Merci beaucoup, c'est bien gentil. J'avais pas réalisé que ça faisait déjà 6 ans qu'on faisait cette activité-là à chaque année. Je comprends pourquoi j'ai de la barbe blanche, parce qu'à chaque fois, c'est un sprint. On reçoit les résultats le 31. Fait que de tout digérer ça, mais on va regarder ça ensemble, tout le monde. Tu sais, dans le fond, je vais juste commencer par faire le partage de mon écran, sinon ça va être plat. On va commencer sans plus tarder, parce qu'évidemment, comme à chaque année, il y a toujours beaucoup de stock, à discuter dans cette, conférence-là. On va commencer avec évidemment les résultats qu'on a reçus le 31 mars, qui étaient des résultats, tu sais, en toute franchise, on s'attendait quand même, surtout avec la hausse des prix des engrais, je vais en parler un petit peu plus loin. On s'attendait quand même à avoir une baisse peut-être même un peu plus significative des ensemencements de maïs. Mais force est d'admettre que, c'est une histoire d'amour, entre les Américains et le maïs. Donc au final, oui, ils ont baissé. Donc, ils ont baissé de 3,5 leurs intentions d'ensemencement versus l'an dernier qui était, il faut le mentionner, une année de loin record d'ensemencement de maïs à 98,8 millions d'acres. Mais ils ont baissé quand même un petit peu moins que les marchés s'y attendaient. On s'attendait en moyenne une baisse de moins 4,4. Sinon, dans le cas du soya, on s'attendait à ce qu'il y ait une augmentation un peu plus significative que ça, mais c'est un peu conséquent avec ce qu'on observe dans le maïs. Donc, oui, il y a une augmentation, mais plutôt de 4,4 versus la moyenne des estimations de 5,3. Et finalement, dans le blé, qui est un petit peu la surprise, si on peut dire, parce que c'est le bas dans le bas des anticipations des marchés, une baisse de 3,4 alors qu'on s'attendait à une baisse en moyenne de 1,6. C'est dans le bas des attentes, là, très près du bas des attentes des marchés, donc un peu plus important que prévu. Donc, maintenant, si on fait le tour de ces intentions d'ensemencement-là, qu'est-ce que ça dit en détail? Ben, États-Unis, on parle d'une baisse de 3,6 je vais juste essayer de faire une chose. J'ai comme de quoi de prix. OK, parfait. C'est ça, donc une baisse de 3,6 mais ça reste, puis c'est important de le mentionner, les quatrièmes plus importants ensemencements depuis 20 ans. Là, sur mon graphique, vous le voyez très bien. Donc, même si on parle d'une baisse importante, quand on regarde par rapport aux dernières années, ça reste quand même que c'est des bonnes superficies qui vont être semées cette année aux États-Unis, puis ça va avoir une incidence sur ce qu'on va regarder un petit peu plus loin ensemble. Ensuite, l'Ontario, on prévoit une hausse de 5,4 de ce côté-là. Ça, c'est les chiffres de StatCan qui ont été publiés un petit peu plus tôt en mars. Donc, ensemencement record prévu en maïs aussi pour l'Ontario. Et le Québec, lui, on prévoit une baisse de 2 à 340 500 hectares. Ce sont également les plus faibles ensemencements en maïs depuis 1998 pour le Québec. Sinon, les prairies, on parle d'une baisse de 10,2. Donc, eux, ils vont faire 250 500 hectares. C'est un recul, mais ça reste quand même que du côté des prairies, c'est important de le mentionner que c'est quand même un troisième sommet historique. Donc, ils continuent à produire quand même globalement plus de maïs, même si ce n'est pas de loin la principale culture dans ce coin-là.
Et globalement, si on combine tous les chiffres qu'on a pour le Canada, ben, on voit qu'en réalité, on va avoir une production, des ensemencements records qui sont prévus en maïs, principalement en raison de l'Ontario, bien entendu. Ce qui est intéressant aussi, puis je vous apprends pas en rien, mais tu sais, faut se le mettre en perspective, c'est que partout au Canada, dans le fond, on voit que globalement, la culture du maïs continue à gagner du terrain. C'est vrai évidemment beaucoup pour l'Ontario, mais c'est vrai aussi dans le cas des prairies que vous avez juste ici. Mais le Québec fait vraiment bande à part parce qu'on voit que année après année, il y a vraiment clairement, puis encore une fois, je ne vous apprends rien, mais il y a clairement une tendance à la baisse pour les ensemencements dans le cas du maïs au Québec. Puis si on fait un calcul rapide, juste pour vous situer, là, depuis le début des années 2000, j'ai fait le calcul, c'est 85 000 hectares environ de moins qui sont cultivés en maïs. Donc, on parle de l'équivalent là, de à peu près 800 000 tonnes par année de moins. Donc, c'est quand même significatif, cette baisse-là qui se poursuit. Si on parle maintenant pour le soya, aux États-Unis, on parle d'une augmentation de 4,1. Donc, des ensemencements qui sont dans la moyenne des dernières années. Donc, en réalité, l'an dernier, quand on regardait nos chiffres, on dit que ça augmente de 4,1. Fait que c'est une bonne hausse. Mais en réalité, c'est, on va le dire, un retour à la normale parce que l'an dernier, définitivement, les producteurs s'étaient tournés beaucoup plus vers le maïs. Donc, là, on est de retour à la normale dans le soya aux États-Unis. En Ontario, on parle d'une légère hausse de 0,2. C'est légèrement sous la moyenne des dernières années. Au Québec, par contre, on parle d'une baisse de 5 à 415 700 hectares. Par contre, malgré cette baisse-là, il faut noter que c'est un troisième sommet historique pour le Québec. Donc, on voit très bien sur le graphique juste ici que ça reste quand même des bons ensemencements en soya malgré la baisse qu'on observe cette année. Et finalement, les prairies, puis ça, c'est intéressant de le relever. Les prairies, on prévoit une augmentation de 9. Puis si vous regardez les chiffres qu'il y a juste ici, vous réalisez que depuis, en fait, au moins une bonne quinzaine d'années, les prairies, principalement le Manitoba, produit de plus en plus de soya et même beaucoup plus globalement quand on regarde toutes les prairies que ce que nous, on produit comme soya au Québec. Donc, à cause de cette hausse-là du côté des prairies, ben, vous voyez qu'on prévoit quand même des ensemencements qui vont être à leur plus haut en près de 10 ans pour le Canada. Maintenant, si on parle pour le blé a une baisse de 3,5 aux États-Unis. Ce sont les plus faibles ensemencements américains de blé depuis que les données sont compilées par le USDA, donc depuis 1919. Fait que c'est pas peu dire. Évidemment, ça va avoir une incidence sur des chiffres qu'on va regarder un petit peu plus loin. C'est en majorité, je vous le rappelle, 73 en blé d'hiver, donc du bétane. C'est ce que produisent principalement les Américains. L'Ontario, on parle aussi d'une baisse de 7,9 des ensemencements de blé là-bas. Encore une fois, un peu à l'image de ce qu'on voit aux États-Unis, ils sont très forts dans le blé d'hiver, donc blé tendre en Ontario, 95 à 97 de ce qui est produit là-bas. Au Québec, par contre, on fait bande à part encore une fois. Donc, on a une augmentation des superficies ensemencées en blé. Et là, j'ai inclus blé d'hiver et blé de printemps, bien entendu. On parle d'une augmentation de 32 ce qui est quand même très important. En fait, on parle d'ensemencement record de blé cette année pour le Québec. Et c'est vraiment le blé d'hiver qui mène la charge. Donc, il y a un engouement définitif pour le blé d'hiver au Québec présentement. Et on voit que la tendance du côté du blé de printemps est fermement ancrée sur une baisse continue, là, soutenue, en fait, des ensemencements en blé de printemps euh, au cours des dernières années. Puis les prairies, ben, globalement, on parle d'une baisse de 1,1 des ensemencements de blé du côté des prairies canadiennes. Même si c'est une baisse, quand on regarde le graphique qui est juste ici, vous voyez que ça reste quand même des ensemencements relativement importants par rapport aux 20 dernières années. Donc, même si on est en recul, on a encore la capacité de produire beaucoup de blé du côté des prairies aussi. On va en parler plus loin. Donc, quelques autres points clés que je relève. Première chose, au Québec, c'est très rare de voir un recul du maïs et soya, et là, c'est vraiment le cas cette année. Clairement, on a un engouement pas seulement pour le blé d'hiver, mais aussi pour le sec d'hiver qui a augmenté de 20. Donc, alors que des cultures comme par exemple l'orge sont clairement en perte de vitesse. Le blé de printemps aussi, j'en ai parlé, continue d'être en perte de vitesse. Donc voilà. Maintenant, je me suis fait appeler, j'ai eu beaucoup de rencontres dans les dernières semaines pour différents événements, puis il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question. Puis ça reste encore une question que malgré ce qu'on a vu avec les chiffres d'intention d'ensemencement, là, c'est une question qui reste dans l'air. Est-ce que le prix des engrais qui explose peut affecter les ensemencements? Pourquoi je dis que ça peut, pour encore s'y attarder, c'est qu'évidemment, entre les intentions d'ensemencement et ce qui va être réellement semé cette année,
avec le prix qu'on observe actuellement, la hausse du prix là, de 10-15 depuis là, un mois et demi, ben, évidemment, il y a des gens qui se questionnent, est-ce qu'on va même faire moins encore de maïs qu'on pensait? Historiquement, ce n'est pas le cas. J'ai regardé plusieurs données statistiques entre les intentions et dans le fond, heu, ce qui va vraiment être semé. En général, il n'y a pas tant d'incidence que ça. C'est trop dernière minute, je vous dirais. Puis je vais vous montrer ici simplement comment on peut interpréter ce qui va se passer ce qui est en train de se passer avec le prix des engrais. Donc, vous voyez ici les graphiques. Je vous ramène sur 2022, en réalité 2020-2022, qui est la dernière hausse très importante du prix des engrais qu'on a observée. Ce que je veux vous pointer du doigt, c'est vous voyez en fait, puis là, je vais revenir en arrière 2 secondes. Ce que j'ai mis comme graphique juste ici en bas, ça se trouve être le prix du maïs et vous avez ici en fait le prix des engrais azotés, tel que, relevé dans le fond par, Fred, qui est dans le fond, voyons, le bureau des statistiques, aux États-Unis. Donc, vous voyez juste ici, dans le fond, que ce qui est arrivé quand on regarde 2022, le prix des grains a monté en flèche, ce qui a entraîné le prix des engrais, évidemment, à la hausse dans ce cas-ci, ce qui est différent de ce qu'on vit présentement. Donc, vous voyez que à partir de 2021, donc le prix des grains a commencé à augmenter, le prix des engrais a suivi assez rapidement à partir de la fin de 2020, début 2021. Donc, déjà là, on était nettement plus élevé que dans les dernières années. Et pourtant, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quand même semé plus de maïs quand on regarde du côté des États-Unis, entre autres. Vous voyez juste ici. Ils ont augmenté aussi leur superficie en soya, OK? Vraiment, l'incidence qu'on vit sur ce qu'on vit présentement va si ça se poursuit, le prix des engrais puis la hausse du prix des engrais, ça va être l'an prochain que là, il pourrait y avoir quelque chose de, plus notable sur les ensemencements. Donc vous voyez, exemple, en 2022, là, on voit que le prix des engrais a poursuivi fortement la hausse. Les prix des grains, en plus, étaient très élevés dans ce cas-ci, ce qui aidait un peu, ce qui mettait de la bombe sur la plaie. Mais vous voyez que malgré ça, là, il y a vraiment eu une baisse significative des ensemencements aux États-Unis en 2022. Puis le soya, lui, par contre, s'est maintenu de son côté. Donc, si ça peut vous situer, c'est vraiment, si ça continue, la situation qu'on vit dans le prix des engrais, ça va vraiment être l'année prochaine. Il va falloir surveiller qu'est-ce qui se passe avec les ensemencements du côté des États-Unis et même du côté du Québec, bien entendu. Maintenant, si on continue et qu'on regarde un peu qu'est-ce que tous ces chiffres-là nous apportent là, du côté des ensemencements pour le maïs. Donc, première chose, je vous rappelle comment je fonctionne avec ce graphique-là. Essentiellement, je prends les intentions d'ensemencement. Je regarde aussi le différentiel entre ce qui est semé puis ce qui est récolté parce qu'évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc, ça, je regarde ça dans les statistiques historiques. Et après ça, j'utilise en fait 3 rendements, différents pour simplement faire des projections de que devraient être les récoltes cette année. Donc, le rendement le plus faible qu'on a observé dans les dernières années, le meilleur rendement qu'on a observé dans les dernières années, puis la moyenne des dernières années. Fait que voyez-vous, comme puis l'an dernier, on était à un niveau record de 186,5. Fait que mon sommet en ce moment est à 186,5. Fait que ça lui donne une certaine idée de qu'est-ce que pourraient être différents niveaux de production aux États-Unis basés sur les ensemencements, les intentions d'ensemencement actuelles. Donc, on voit très bien que si les intentions d'ensemencement sont à l'image de ce qui va vraiment être semé, en réalité, malgré le fait qu'on ait quand même une bonne baisse de prévu, si le rendement moyen est atteint, on va quand même avoir la deuxième plus importante récolte de maïs aux États-Unis, suivant le record de l'an dernier. Donc, évidemment, je vous rappelle, l'an dernier, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y avait eu, entre autres, un rendement exceptionnellement élevé et une hausse très marquée des ensemencements. Donc, cette année, oui, on est en recul, mais même avec ce recul-là, on garde des ensemencements qui sont élevés. Donc, si on a un rendement moyen qui n'est pas pire, mais à partir de là, on peut avoir quand même une bonne production aux États-Unis. On a À une, partir de là, petite question, Jean-Philippe. Je sais pas si tu veux que je oui. t'interrompe ou que j'attende à la fin? Non, 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 allons-y maintenant. Ça va me Allons-y, faire OK. plaisir. Alors, à quel facteur peut-on attribuer la baisse de superficie en maïs-grain au Québec? Les normes environnementales, où on faisait trop auparavant, ou autre raison? Alors, c'est ça la question. À quel facteur peut-on attribuer la baisse de superficie en maïs-grain au Québec? C'est une excellente question à laquelle je ne peux pas répondre. Je me pose moi-même la question en toute transparence, là. Tu sais, j'ai, oui, eu dans ma tête l'idée de peut-être que les normes sont trop contraignantes, mais encore là,
c'est discutable. Après ça, est-ce que dans le fond, il y a d'autres facteurs? En toute franchise, j'ai pas de réponse à cette question-là, là. C'est une question à 100 qu'il faudrait investiguer davantage. Hem, Parfait. voilà. Ben, merci. Hem, Ça fait plaisir, puis gênez-vous pas si vous avez d'autres questions en cours de route, ça va me faire plaisir d'y répondre si je suis en mesure d'y répondre. Mais dans ce cas-ci particulier, c'est vraiment une tendance de fond marquée depuis tellement longtemps, c'est vraiment difficile à répondre, en toute franchise. Il faudrait essayer de fouiller un petit peu plus. Donc, si on revient au portrait qu'on a, puis qu'est-ce qu'on peut anticiper comme offre et demande à partir des données qu'on a d'intention d'ensemencement, on va commencer par parler de la demande animale, évidemment du côté des États-Unis. Donc, vous voyez en fait les différentes projections que j'ai. Hem, Comment j'arrive à ces projections-là, puis où est-ce que je vais me situer un petit peu plus dans ces projections-là? Essentiellement, je regarde, dans le fond, l'historique des dernières années. Je regarde aussi les projections mensuelles du USDA. Je vous rappelle, ce graphique-là, en fait, c'est un graphique que j'utilise souvent. C'est mois après mois ce que le USDA prévoit dans son rapport d'offre et demande. Donc ça, c'est l'an dernier, ben, l'autre année d'avant, donc 2024-2025. Et ce que vous avez ici, c'est cette année qui est en cours, là. Donc, vous voyez qu'il y a, on va dire, 2 ans, dans le fond, les gens étaient de moins en moins, les analystes du USDA étaient de moins en moins optimistes par rapport à la demande animale. Il y a eu un bond pour cette année et on voit que ça continue à progresser davantage pour l'alimentation animale. Donc, on se montre de plus en plus optimiste. Par contre, je vous dirais, parce qu'évidemment, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de se projeter en avant, donc se projeter sur 2026-2027. Donc, ce qu'on a comme paramètre, c'est que là, on voit à l'heure actuelle que du côté du cheptel porcin, ben là, à l'heure actuelle, le cheptel commence à reculer. Donc, on est à pourquoi j'ai mis ça ici? J'ai dû inverser les chiffres, excusez-moi. On est en baisse de 0,4. Dans le fond, là, il y a une petite erreur ici, mes excuses. Donc, une légère baisse, donc ça va être difficile du côté du porc de consommer davantage, ça plafonne. Dans le bœuf, même chose. Et dans la pondeuse, même chose. Donc, vraiment, le spot qui est brillant, c'est vraiment plus, du côté des poulets de chair, où là, on parle d'une augmentation de 10. Mais globalement, quand on prend tous ces chiffres-là, la réalité, c'est que ça serait quand même étonnant qu'on poursuive vers 162. On va se situer davantage entre 148 et 157, pour 2026-2027. Ça fait que ça, c'est du côté de la demande, animale. Après ça, si on parle du côté de l'éthanol, qu'est-ce qui se passe de côté-là? Première chose, on est évidemment très optimiste cette année. Il y a un regain d'intérêt du côté, des biocarburants. On va en parler, c'est beaucoup dans le biodiesel. Par contre, mais il y a quand même un peu plus de fermeté. Vous le voyez d'ailleurs, cette année, on est à 177 versus 173. Est-ce que ça va se poursuivre dans la prochaine année? Bien là, il y a eu une bonne nouvelle qui est sortie dernièrement, entre guillemets. Je dis entre guillemets, pourquoi? C'est que, dans le fond, le mandat, d'intégration de biocarburants dans les pardon, d'éthanol, dans l'essence aux États-Unis a été renouvelé au même niveau. Donc, on est un peu au statu quo, pour l'instant, donc on resterait à 177. Par contre, les démarches se poursuivent toujours pour qu'ils passent aux États-Unis du E10 au E15. Donc, on augmenterait de 5 l'incorporation d'éthanol dans l'essence. Donc ça, il y a beaucoup de pression, là. Ça fait déjà un bon moment, par contre, que ça se poursuit, ce débat-là, là, cette histoire-là, mais on continue à faire beaucoup pression. Donc ça, c'est sûr que si ça finit par arriver cette année, puis là, je dis E15 à l'année, parce que dans ce moment, il y a certains États où c'est permis durant certaines périodes de l'année, pas toute l'année longue, par contre. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'aller à l'année longue. Fait que si ça finit par arriver, puis ça pourrait arriver n'importe quand, ben, à partir de là, oui, on pourrait avoir encore un peu plus de demandes. Donc, on va se situer entre 177 à 181. Ça serait étonnant qu'on aille vers le 173, considérant les objectifs qui ont été renouvelés au même niveau. Ensuite, exportation maintenant de maïs américain, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Première chose, si vous n'étiez pas au courant, à l'heure actuelle, les ventes à l'exportation de maïs américain sont extrêmement fortes et se poursuivent à un très bon rythme. Fait que ça, c'est une très bonne nouvelle. Vous voyez ici le graphique que j'utilise souvent. En fait, c'est à toutes les semaines, on a notre rapport le jeudi qui nous dit la quantité qui a été vendue de maïs américain à l'exportation. Le graphique que vous avez, c'est le cumulatif qu'on a depuis la récolte de l'an dernier, dans le fond. Fait que la barre que vous avez en orange, c'est cette année qui s'accumule. En gris, c'est l'an dernier, puis en noir, ben, en fait, c'est la moyenne 5 ans. Donc, vous voyez qu'on est bien au-dessus de ce qu'on avait observé dans les dernières années. Fait que ça, c'est évidemment très positif.
Donc, vous le voyez aussi sur les projections mensuelles, on continue à être de plus en plus optimiste de ce côté-là, du côté des analyses USDA, et ça se poursuit pour cette année. Donc, à partir de là, on va se suivre vraiment plus autour de 72 à 87. Là, vous allez me dire, Jean-Philippe, pourquoi tu mets, c'était quand même un bon gap entre les deux? Ben, c'est que les exportations sont quand même probablement l'élément qui est le plus exposé à toutes les tensions commerciales qu'on a en ce moment. Donc, je suspecte fortement que si les ventes à l'exportation à l'heure actuelle sont très fortes, c'est qu'il y a, on va dire, des pays qui veulent être gentils avec M. Trump, donc qui s'engagent à acheter davantage qu'à la normale pour être dans ses bonnes faveurs. Mais est-ce que ça va se poursuivre au cours de la prochaine année, 2026-27? C'est très ambigu à mon avis. Donc, il y a un bon gap entre les deux, mais si ça se poursuit, évidemment, on va être à 87. Cela dit, je jouerais entre 72 et 87. Fait qu'à partir de là, qu'est-ce qu'on peut prévoir comme stock aux États-Unis? On va se situer, à mon avis, autour de 43,2 à 48,5. Je serais très surpris qu'on descende à 41,1, 42, pardon, virgule 1. Ce qui nous met à partir de là, quand on utilise toujours, évidemment, là, ça, c'est le nom, les inventaires, et vous voyez le prix moyen. Faites attention, c'est vraiment un prix moyen. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été mieux pendant l'année, là. Il y a toujours des extrêmes à chaque année. Vous voyez que le prix moyen, on a quand même une corrélation très forte entre les deux. Quand c'est très bas, le prix monte. Et quand les inventaires sont très élevés, le prix baisse. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut anticiper? Ben, on voit qu'on va être à la baisse, mais on va rester quand même relativement élevé historiquement. On ne peut pas anticiper pour l'instant de crue comme ce qu'on a connu de 2010 à 2012, 2013, puis de 2020 à 2022. Donc, on n'est pas là du tout. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on a comme fourchette historique basée sur ces projections-là? On est autour de 3,90 à 5 US le boisseau et un peu plus. Donc, pour l'instant, je ne considère pas qu'on est assez serré pour pousser beaucoup plus que 5 US le boisseau, par contre. Donc, autrement dit, tu sais, on ne peut pas être sûr qu'on n'aura pas des rallyes au cours de la prochaine année, puis en 2026-2027, à un peu plus que 5 le boisseau, mais ça va être des rallyes qui vont être ponctuels. On n'a pas une structure de marché, à mon avis, selon les chiffres qu'on regarde ensemble aujourd'hui, qui nous permet d'aller beaucoup plus haut que ça. À partir de là, puis c'est le fun maintenant que ça fait je sais que ça fait 6 ans qu'on fait l'exercice, je m'amuse à quand même prendre qu'est-ce que je vous avais présenté l'an dernier pour le remettre en perspective par rapport à cette année. Donc ça, c'était l'an dernier, ce qu'on avait eu comme ce que j'avais eu comme projection, du côté de Chicago. Voici comment ça a évolué entre les 2. Donc on voit qu'on est resté dans la fourchette essentiellement la fourchette réaliste que j'avais présentée. Fait que basé un petit peu là-dessus, à quoi on peut s'attendre cette année? Cette année, avec ce qu'on vient de regarder ensemble, qu'est-ce qu'on observe? Premièrement, mon scénario réaliste va être de 4,20 à 5 mon scénario optimiste de 5 à 5,60 et mon scénario pessimiste de 4 à 4,20. Ce que je veux que vous remarquiez, c'est qu'en réalité, je n'ai pas vraiment changé mes chiffres de projection du côté optimiste. Réaliste, un petit peu plus élevé, pessimiste, un peu moins. Donc, autrement dit, si vous regardez ce bloc-là de jeu de couleurs, là, de rouge à vert, c'est essentiellement le bas de mon bloc qui a été ratissé un peu vers le haut. Donc, je pense qu'on s'appuie sur des bases un petit peu plus solides présentement, mais j'ai rien qui me dit par contre qu'on va changer d'une tendance qui est essentiellement neutre vers une tendance haussière pour l'instant. Et pour le Québec, qu'est-ce qu'on a basé sur les ensemencements qui ont été présentés par Statistique Canada? Dans ce cas-ci, si on prend les différents rendements qu'on a observés au cours des dernières années, on devrait retourner, puis je vous rappelle qu'on a eu en fait un creux de 10-15 ans l'an dernier, principalement à cause des très mauvais rendements qu'on a observés, mais aussi la baisse des ensemencements l'an dernier. Et là, ça se poursuit, on a une baisse des ensemencements encore cette année. Par contre, si les rendements redeviennent dans la normale, ben, on va retrouver une production qui va être autour de 3,2 millions de tonnes basée sur les chiffres qu'on a actuellement. À partir de là, l'incidence que ça peut avoir, pour l'instant, là, qu'est-ce qu'on peut anticiper avec qu'est-ce qu'on a comme contexte de marché du côté local? Ben, une meilleure récolte. Je l'ai mis en orange, pourquoi? Parce que ça va être négatif, évidemment, si on a une meilleure récolte, mais encore là, on ne parle pas d'une si plus grande récolte que ça. Tu sais, on se rappelle qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, on produisait plus autour de 3,4 à 3,7 millions de tonnes. Là, on parle de retourner autour de plus de 3,2. Donc, une meilleure récolte, oui, mais quand même. Après ça, la demande au Québec, je mets un point d'interrogation là-dessus. On n'a pas beaucoup d'informations de statistiques de ce côté-là, mais c'est sûr que le contexte n'est pas facile du côté de la production animale au Québec, donc ça, on le sait. Puis les exportations, je l'ai mis en vert parce qu'une réalité, c'est qu'on exporte
de plus en plus souvent à partir du Québec. C'est arrivé encore dans la dernière année. Donc, si ça se reproduit en 2026-2027, ça pourrait être quelque chose de positif. Maintenant, avec une meilleure récolte, une demande incertaine, puis évidemment des exportations qui sont quand même ponctuelles, ben, est-ce qu'on va avoir une base qui est en recul? C'est ce qu'on doit se poser comme question. Le graphique que vous avez ici, c'est important de vous l'expliquer rapidement. Ça se trouve être la valeur de la base au Québec. Donc, plus la base est forte, plus c'est un signal en réalité qu'on est prêt à payer plus cher pour avoir du maïs au Québec, alors que quand la base est plus faible, ben, on a moins d'intérêt à payer cher. Il y a différents paramètres derrière ça. Mais ce qu'on voit, c'est que dans la dernière année, évidemment, notre base, la ligne en orange versus la moyenne de 5 ans puis l'an dernier. Donc, on voit que notre base a été quand même très forte, ce qui reflète très bien la mauvaise, très mauvaise récolte qu'on a eue l'an dernier. Donc, ça, c'est la réalité qu'on a vue cette année. Maintenant, pour la prochaine année, c'est sûr que si finalement la récolte est mauvaise de nouveau, ben là, on devrait avoir une base qui va demeurer soutenue et peut-être même un peu plus forte. À l'inverse, ben, si on a une bonne récolte, un peu mieux que prévu, ben là, on pourrait retourner davantage dans les eaux de ce qu'on observait les dernières années. Mais ceux qui sont plus familiers avec la base, vous remarquerez que je ne suis pas tant négatif que ça parce qu'en réalité, comme on produit de moins en moins de maïs au Québec, ben, on se tourne davantage vers un contexte de marché de remplacement, ce qui fait que notre base devrait être quand même un peu plus soutenue globalement au cours des prochaines années si on continue à produire de moins en moins de maïs. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut anticiper du côté du prix, au Québec du maïs? Donc là, on a nos supports. On voit qu'actuellement, on est dans une tendance à la hausse depuis 2024 de façon globale. Nos résistances, donc nos sommets qu'on peut anticiper, devant nous, c'est 300, 330, 350. Et dans les scénarios qu'on peut envisager pour cette année, ben, de façon réaliste, on reste avec ce qui s'en vient, là, de 2,75 à 300. Dans l'optimisme, on ne peut pas exclure pour l'instant 300, 350, évidemment. Et dans le pessimiste, 250 à 275. L'an dernier, j'avais même été joué aussi bas que 225. Là, vous voyez un peu le reflet de ce que je voyais à Chicago aussi. Je pense que nos assises sont beaucoup plus solides à la baisse, donc 250, 275 dans le pire des scénarios. Avant qu'on Maintenant, si on passe au oui. soya, excuse-moi de t'interrompre encore une fois. Non, 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 il y a pas de problème. Je parle vite parce qu'il y a du stock, mais il y a pas de problème. Oui, j'ai Oui. 2 questions en fait. J'en ai une, c'est d'après toi, quel sera le rendement que l'USDA va présenter en mai? 180 ou 186,5? Boy, c'est une excellente question. Surtout que quand on essaie d'anticiper le USD, allons voir les rendements quelques instants. Juste aller voir quelque chose, ça sera pas bien là. Le USD, c'est toujours quelque chose de complexe à envisager. Donc, mais tu sais, moi, je pense plus qu'il va aller autour de 180, bien franchement, là, 178 à 180 comme je l'ai mis là. Pour l'instant, tu sais, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de vraiment anticiper, dans le fond, qu'est-ce que pourraient vraiment être les rendements cette année. Donc, on va y aller de façon plus mathématique, statistique pour arriver à certains rendements. Donc, on va jouer entre 178 et 180. Pourquoi je dis 180? Ben, ça va être une tendance linéaire qui est généralement à la hausse. Donc, plus 180 que 178. C'est ce que je pense, mais tu sais, ça reste un guess un peu quand surtout avec les USDA, là. OK. On a une autre question. Oui. Est-ce que les exportations américaines risquent de ne pas se concrétiser étant donné la situation dans le détroit d'Ormuz et ce qui semble être une pénurie de bateaux disponibles? Non, ça, je suis pas vraiment inquiet, je pense pas. Je pense que, tu sais, pour l'instant, les prix de transport, oui, vont affecter aussi en passant, là, tu sais, ça coûte plus cher de transporter par bateau, ça, c'est sûr et certain. Est-ce que ça va affecter? Ça peut affecter un peu, mais je pense que, tu sais, les engagements sont là. J Puis, tu sais, j'ai hâte de voir, puis là, c'est des réflexions très personnelles parce que, tu sais, je pense pas que ce qui est en train de se produire, dans ce fameux détroit-là, va se poursuivre encore très, très, très longtemps pour 1 million de raisons, mais vous le savez, le prix du pétrole a encore grimpé. Tôt ou tard, là, dans les prochaines semaines, il va se passer quelque chose. Hem, Puis on en parlera un petit peu plus loin du géopolitique, si vous me permettez, parce que, tu sais, il y a des réflexions à avoir par rapport à ça. Je sais que c'est très préoccupant pour beaucoup de gens pour le prix des engrais, puis un paquet de choses. Fait qu'on peut en reparler, un peu plus tard, mais pour l'instant, non, je pense pas que ça va oui, ça peut affecter un peu, là, bien entendu, mais tu sais, je pense pas que ça va être un game changer, dans ma tête à moi. Parfait, je te Fait que remercie. voilà, ça fait plaisir. Fait que là, on continue rapidement. Donc là, j'étais OK. Maintenant,
pour le soya, les chiffres qu'on a, qu'est-ce que ça signifie? Donc, production américaine, dans le cas de la production américaine, on parle d'une augmentation des superficies, je vous le rappelle. Donc, une production un peu plus grande, si on est à rendement moyen de 51,1, ça va augmenter un peu. Là, vous allez me dire, ouais, mais il me semble que ça revient quasiment au même, puis pourtant on a baissé les ensemencements. Mais un peu comme dans le maïs, on a vraiment eu des rendements records aux États-Unis très, très, très importants, 53 boisseaux à l'acre l'an dernier. Fait que c'est sûr que là, si on prend ce même rendement-là et plus, ben là, ça va être beaucoup plus intéressant. Mais là, la réalité, c'est qu'on baisse, on augmente les superficies, mais on baisse aussi les rendements prévus là, dans les projections à 51,1 dans la moyenne. C'est un peu pour ça que, dans le fond, on se retrouve avec une production qui serait, elle, dans la moyenne aussi aux États-Unis. Maintenant, la trituration, qui est vraiment le bright spot en ce moment dans le marché du soya, puis qui suscite beaucoup d'engouement, là, je vous dirais. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté de la trituration aux États-Unis? Ben, du côté de la trituration, première chose, vous le voyez sur le graphique juste ici, la trituration roule en ce moment à des sommets. Donc, il structure beaucoup de fèves de soya. Puis la principale raison, vous l'avez dans le bas de mon graphique, c'est qu'en réalité, puis là, ça vient d'être annoncé dernièrement, l'incorporation en fait, l'utilisation de biodiesel, le mandat qui a été officiellement confirmé le 27 mars, c'est quoi? C'est qu'on voulait passer de 3,35 milliards de gallons à 5,5 milliards de gallons pour 2026-2027. Donc, c'est une grosse augmentation de biodiesel, puis c'est 45 de l'huile de soya qui est utilisée pour faire des biocarburants. Donc, ce que vous avez juste ici, cette forte hausse-là, cette forte demande-là, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très positif qui devrait soutenir davantage le marché du soya dans la prochaine année, puisque c'est un mandat qui est très clair et qui est très structurant, dans le fond, pour le marché du soya. Donc, ça, c'est pour la trituration. Et vous voyez d'ailleurs que les projections mensuelles, on est très enthousiaste. Je m'attends à ce que ça continue à progresser. Donc, vous mettez sur X sur le 68, à mon avis, donc on peut aller sur le 72 à 75 millions de tonnes qui vont être utilisées pour la trituration aux États-Unis au cours de la prochaine année. OK? Après ça, les exportations, c'est là que je trouve que c'est très, très, très dangereux pour le marché du soya présentement. Juste pour vous montrer là, le graphique, là, on avait regardé dans le maïs, puis vous voyez que c'est complètement différent de ce qu'on a observé dans le maïs. Dans le fond, là, dans le soya, le cumulatif à l'heure actuelle des ventes à l'exportation affiche beaucoup de retard par rapport aux dernières années. C'est très important de le mentionner. En novembre dernier, M. Trump a annoncé qu'il s'était entendu avec M. Xi, le président de la Chine, pour 12 millions de tonnes pour les prochains mois. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, évidemment, ce n'est pas juste la Chine qui achète, mais c'est comme la part du lion. Vous voyez qu'on n'est même pas encore à 12 millions de tonnes. Puis le hic que je vois là, c'est quoi? C'est que la fenêtre d'exportation est pas mal terminée pour les exportations de soya américain. Pourquoi? Parce que le gros de la récolte est terminé de soya du côté du Brésil. Ils sont très compétitifs. Ils ont une récolte énorme qui doivent écouler dans les prochains mois. Fait il y a les annonces de M. Trump. Il y a M. Trump qui, encore il n'y a pas longtemps, là, je pense qu'il y a 3 4 semaines, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais là, même au Québec, on a atteint 610 la tonne là, dans le soya. Mais c'était juste sur l'annonce que M. Trump avait dit qu'il allait s'entendre avec la Chine, puis blablabla, blablabla. Mais au final, entre ce qui est dit, puis contrairement à ce qui se passe, c'est deux mondes. Puis on le voit très bien en graphique. Fait que c'est la partie qui me fatigue le plus dans le marché du soya présentement. Fait que vous voyez les projections mensuelles du USDA, ça c'est l'an dernier, mais là, cette année, évidemment, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Puis honnêtement, là, on est rendu à 42,9. Mais tu sais, si ça ne change pas, entre encore une fois ce que dit M. Trump avec ses ententes avec la Chine, puis ce qui se passe réellement, ces deux mondes, fait que c'est difficile de dire que concrètement, on va vraiment avoir une entente ou non. C'est sûr, s'il y a une entente avec la Chine, ben là, on va retourner plus autour de 50 millions de tonnes. Mais honnêtement, pour l'instant, c'est beaucoup plus du vent que du concret. Fait on est plus dans le 40 à 44 millions de tonnes, à mon avis. Ce qui nous amène à parler des stocks. Qu'est-ce qu'on a comme projection de stock? Là, vous voyez que mon écart est très important, mais c'est principalement en raison de justement ce chiffre-là d'exportation que j'ai de la misère à gager. Parce que, encore une fois, c'est vraiment très spéculatif de dire ils vont tous s'entendre ou pas s'entendre avec la Chine. OK? Donc, si on se met dans la moyenne avec optimum, maximum, minimum, qu'on projette nos prix ici, comment on se situe, ben, vous voyez qu'en réalité, dans cette fourchette-là de 7,4 millions de tonnes de réserves, on va jouer autour de, je dirais, 9,5 autour d'ici, jusqu'à 14,8, peut-être même 15. Donc, ça, c'est notre fourchette historique.
Donc maintenant, si on regarde les projections que j'avais faites l'an dernier, donc et comment ça a évolué, ben, vous voyez que ça a évolué toujours dans le scénario que j'avais présenté réaliste. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut anticiper pour cette année? J'ai augmenté mon réaliste un petit peu. Optimiste, j'ai gardé la même fourchette aussi, que l'an dernier. Par contre, le pessimiste, je l'ai réduit un peu. Donc, autrement dit, j'ai augmenté ma petite barre rouge. Je pense quand même qu'on a quelque chose de plus structurant, beaucoup avec ce qui se passe avec la trituration et le biodiesel aux États-Unis. Puis honnêtement, vous voyez quand même que j'ai du jeu beaucoup à la hausse, mais la réalité, c'est qu'on est dans un marché très, très, très spéculatif présentement. Fait qu'on ne veut vraiment pas exclure qu'il y ait des rebonds qui aillent vers là éventuellement en 2026-27. OK? Parlant de trituration, dernière question Mhm. ici en lice. Mhm. Est-ce que plus de trituration de soya veut dire qu'il y a plus de tourteaux de disponibles? Assurément, assurément. Fait que ça, techniquement parlant, ça veut dire que ça va dépendre de la demande, du côté animal, bien entendu, beaucoup aux États-Unis. On a vu que la demande animale du côté des États-Unis, mais là, je ne l'ai pas analysé, là, ce que je vous dis là, il faudrait que je prenne 2 minutes pour vraiment décortiquer les chiffres, là, mais assurément, il y a plus de tourteaux disponibles, fait que ça devrait aider le tourteau, dans le fond, à être, plus compétitif, on va dire, là, pour ceux qui achètent du tourteau. Mais tu sais, je vous dis ça, puis, j'ai pas analysé les chiffres, là, dernièrement. Fait que, mais oui, techniquement, tu vas avoir beaucoup plus de tourteaux disponibles. OK. Parfait, merci. Hem Ça fait plaisir. Donc, à partir de là, maintenant, si on parle pour le Québec, basé sur les ensemencements qui sont à la baisse, avec nos projections de rendement qu'on a des dernières années, le maximum, minimum, puis la moyenne, mais vous voyez que dans un scénario correct, on devrait avoir une récolte qui devrait augmenter par rapport à la baisse significative de l'an dernier. Ça serait quand même pas une mauvaise récolte, pas aussi élevé que le record de 1,43 million de tonnes qu'on a eu il y a 2 ans, mais quand même à 1,27, on ne serait pas très loin de niveau comparable à 3 ans, puis un quatrième sommet des dernières années, historique, pardon. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut anticiper du côté du marché au Québec? Ben, vous voyez, récolte à la hausse, fait que ça peut faire pression un peu sur le prix. Par contre, la demande est quand même au rendez-vous. J'ai mis un point d'interrogation parce qu'évidemment, ça reste toujours des chiffres qu'on n'a pas au Québec et c'est quand même difficile de se faire une tête là-dessus de façon très chiffrée. Exportation aussi, je pense que c'est très positif. Donc, demande, exportation, il y a quelque chose de positif de ce côté-là. J'ai mis des points d'interrogation parce que je n'ai pas les chiffres. Euh, je considère quand même la base incertaine dans la mesure où on dépend beaucoup, entre autres, est-ce qu'il y a des exportations qui font surface, ce qui est arrivé d'ailleurs dans les derniers mois. Là, on a eu des nouvelles exportations qui ont fait surface. Vous le voyez assez bien dans le comportement de la base que souligné. Si on s'en rappelle, à la récolte, on a eu des très bons prix. Il y a pas eu d'autres choses qui s'est produit en janvier de ce côté-là. Puis dernièrement, il y a eu encore d'autres choses qui s'est produit. Donc, c'est des demandes qui sont ponctuelles, qui sont des belles opportunités qui viennent soutenir notre marché local. Mais ça fait en sorte que quand même, avec une récolte un peu plus importante, je considère la base incertaine. Je considère la base incertaine pour une autre raison, c'est qu'évidemment, si la récolte est bonne, mais aussi si Chicago est beaucoup plus ferme, il y a des swings à la hausse à cause des annonces, entre autres, de M. Trump. Mais à partir de là, ça devrait faire pression aussi un peu à la baisse sur la base. Donc, ma fourchette de base, en ce moment, on parle de -50 à -10, à +10 si on a une mauvaise récolte. Et une bonne récolte, ben, de -50 voyons, à -10, voyons, ouais, -10, OK? Ça, ce sont attention, là, les gens sont habitués dans le soya, à du livret, mais ça, c'est des prix à la ferme, OK? Donc, sur notre projection de prix, qu'est-ce qu'on peut anticiper pour 2026-2027 dans le prix du soya pour le Québec? Évidemment, notre tendance baissière est terminée. On a une tendance présentement à la hausse dans le marché. Donc, dans mes scénarios réalistes, je reste là, pour 2026-2027 à 530-610 canadiens la tonne. Dans l'optimisme, on ne peut pas être sûr qu'on aille à 610-650 la tonne, peut-être même un petit peu plus, parce qu'on a vraiment un marché qui est très spéculatif, à mon avis, présentement. À la baisse, ben, on parle de 525 à 530, ce qui est un peu plus soutenu que ce qu'on avait, ce qu'on anticipait, ben, ce qu'on a eu finalement dans la dernière année, les 2 dernières années. Et pour le blé maintenant, donc pour le blé, production américaine, ben, on sait que les ensemencements sont prévus à un creux historique. Par contre, si les rendements sont dans la moyenne, on pourrait quand même avoir une récolte qui, oui, va reculer passablement. On parle de 54 à seulement 46,4 millions de tonnes. Devrait soutenir le marché un peu plus aux États-Unis. Dans le fond, c'est ça. Avoir quand même un niveau comparable à 2021-2022, ce qui est quand même une baisse, c'est encore une fois significative.
La demande pour le blé alimentaire, par contre, fait mal un peu aux États-Unis. Donc, vous le voyez, les projections mensuelles du USDA, on était plus encouragé il y a encore 2 ans. On voyait que la demande se raffermissait, mais là, depuis là, plusieurs mois, on voit que la demande s'effrite aux États-Unis du côté de la demande alimentaire. Du côté de la demande fourragère, ben, dans le fond, j'ai des chiffres qui plafonnent du côté du USDA, donc je ne m'attends pas à avoir un gros changement dans la demande du côté fourrager non plus. Et finalement, ben, si on regarde du côté des exportations, c'est un petit peu le bright spot, si on peut dire. Ben, on voit que les ventes cumulatives à l'exportation du côté américain sont un peu mieux que dans les dernières années, donc ça aide un petit peu. Donc, vous voyez aussi sur les projections mensuelles, on est quand même plus optimiste. Donc, dans nos scénarios qu'on peut envisager tout pour 2026-27, si surtout la demande à l'exportation reste un petit peu plus vigoureuse comme elle l'est présentement, peut-être qu'on peut aller chercher du 25,5. Mais sinon, si on a des retours à des niveaux comparables aux dernières années, ben là, on va retourner à 23. OK? Donc, les stocks, j'ai une bonne fourchette ici aussi. Puis ça va dépendre évidemment avec la baisse qu'on a eue des ensemencements, ça va dépendre beaucoup des rendements. Donc, on parle de stock qui devrait baisser quand même à 21,9, ce qui nous met, quand on fait notre relation avec notre prix, autour d'un prix de 6 à 8 US le boisseau, qui est quand même assez large. Si on regarde les projections qu'on avait faites ensemble l'an dernier, vous voyez que dans ce cas-ci, on est tombé plus dans un scénario pessimiste que réaliste. Donc, on était un peu négatif. Je vous dirais, étrangement, j'ai le goût de dire le blé est comme un peu tout le temps le marché mal aimé dans le marché des grains. Là, on dirait que tout le monde s'attarde beaucoup au maïs et au soya. Il y a souvent des fondamentaux qui sont intéressants dans le blé, mais on dirait que les marchés s'intéressent encore une fois plus au maïs et au soya. Moi, je pense qu'on aurait pu être un peu plus vigoureux, mais les marchés ont toujours le dernier mot. On ne peut pas s'ostiner avec eux nécessairement. Et donc, pour cette année, qu'est-ce qu'on peut envisager? Mes scénarios réalistes, 5,60, 7,20, optimiste, 7,20, 8 pessimiste, 4,75 à 5,60. Donc, j'ai abaissé un peu ma fourchette dans le bas. Par contre, je maintiens ce que j'ai en haut ici. Maintenant, pour le Québec, ben, on parle d'une récolte évidemment record. C'est pratiquement canné, mais bien entendu, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Vu qu'on a fait beaucoup de blé d'hiver, si on va avoir beaucoup de pertes dues à l'hiver. Donc, ça, c'est à surveiller quand même. Mais si tout va bien, on devrait avoir une récolte record de loin. Dans le marché local, puis là, on parle vraiment du blé fourragé. Le blé panifiable, c'est un autre bébite, là, mais dans le blé fourragé au Québec, on parle de récolte à un sommet. Fait que si vraiment c'est le cas, ça va faire pression sur le marché. La demande, il faut se le dire, dans la dernière année, a été assurément plus forte pour le blé fourragé parce qu'il n'y a pas eu de récolte dans le maïs. Là, est-ce que ça va être le cas dans la prochaine année? Ben, on l'a vu qu'on allait probablement, si tout va bien avec la météo, avoir un peu plus de production. Fait que ça nous met un peu plus indécis de ce côté-là. J'ai mis exportation de blé canadien parce qu'évidemment, si les exportations de blé canadien sont fortes, ce qui est le cas en passant présentement, puis là, je parle beaucoup du blé des prairies, bien évidemment, ça dynamise un peu même sur le marché local parce qu'on est en marché de remplacement. Donc, ça, je pense que c'est un aspect qui peut être un peu soutenant. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense qu'on a une base qui est quand même à risque de recul un peu. Donc, ça me met dans une fourchette mauvaise récolte assez large de 0 à 50 cents si on a une mauvaise récolte. Mais si on a une bonne récolte, je vais être autour de 0 à 0,4 US le boisseau. OK? Donc, si on met tout ça ensemble, qu'est-ce que ça nous donne comme prix pour le Québec? Pour le blé fourragé, je vous le rappelle encore, ajouter 40 à, selon les conditions de marché, là, 60, même des fois 80 la tonne de plus pour le blé panifiable. Donc, on a terminé notre tendance à la baisse. Ça fait déjà un bon moment. Euh, le scénario réaliste que j'ai, c'est qu'on va retourner autour de on va rester autour de 2,75, pardon, 315. Dans l'optimiste, 315 à 350. S'il y a vraiment des gros imprévus qui arrivent aux États-Unis, entre autres, considérant leur baisse d'ensemencement. Et dans le pessimiste, 2,60 à 2,75. Donc, en résumé, rapidement, pour le blé, je vous dirais, c'est quand même je pense qu'on a des belles perspectives devant nous. On reste sur une tendance neutre, mais on a quand même des éléments intéressants. La demande est là pour l'éthanol, la demande est là pour l'exportation. La demande animale, on l'a vu, elle plafonne un peu, mais elle est quand même très bonne. Donc, je pense qu'on a quelque chose d'intéressant qui peut être relativement soutenu. Au Québec, plus d'offres malgré le recul des ensemencements. Ça va faire pression un peu sur le marché local, mais encore une fois, on va rester dans un marché d'exportation. Je pense que ça va soutenir quand même relativement bien le prix au Québec. Pour ça que je l'ai appelé le bon, là, si vous connaissez là, les films de Sergio Leone. Le soya,
C'est le méchant, je vous dirais. C'est-à-dire que super intéressant du côté de la trituration, super intéressant, non, c'est ça, du côté du biodiesel. Par contre, ce qui me fatigue beaucoup, c'est qu'on spécule beaucoup sur les exportations US. Gardez en tête qu'il y a une très grosse récolte aussi qui est en train de rentrer du côté du Brésil. Donc on dépend beaucoup des spéculateurs, de ce que monsieur Trump dit, beaucoup plus qu'autre chose, même si sur le fond, il y a quelque chose d'intéressant du côté de la trituration. Donc, on peut avoir un prix soutenu, puis on peut avoir des swings importants, mais ça va être le marché le plus tough à gager dans la prochaine année, à mon avis. Et le blé, ben, c'est le mauvais, on va dire, là, le moins beau. C'est-à-dire qu'il y a moins de production aussi, moins de demande alimentaire par contre, puis des exportations US qui sont bonnes, qui aide un peu, mais quand même. Puis au Québec, ben, on parle d'une production qui est quand même record à l'horizon. Fait que ça va être un petit peu plus difficile pour le marché du blé. Ce que je veux vous retenir à travers tout ça, c'est que dans l'ensemble, dans la lecture que j'ai pour 2026-2027, les prix devraient rester soutenus, mais je n'ai pas encore de signal qu'on sort de la tendance neutre nécessairement, là. Dans les graphiques qu'on a regardés ensemble, je n'ai pas d'éléments qui disent: «Wow, OK, là, on est parti pour une hausse pour encore plusieurs mois de façon très intéressante». On est plus sur une tendance neutre. Donc, la perspective pour les prix, quand on parle pour le Québec, là, je vous résume ça rapidement, puis, tu sais, vous pouvez prendre un screenshot si vous voulez, je vous le descends, mais essentiellement, maïs, si tout va bien puis que c'est vraiment le fun, 300-350, mais sinon, de façon réaliste, on va rester pas mal dans les mêmes eaux, de 75 à 300 la tonne. Puis le scénario vraiment négatif, ben, 250 à 275. Soya, c'est le marché qui a le plus de risques de swing, à mon avis. Donc 610 à 650 si ça va bien, peut-être même un peu plus, on ne sait jamais. Réaliste 530 à 610, qui est pas mal dans les eaux dans lesquelles on est présentement, puis pessimiste 525 à 530. Puis dans le blé, ben, on parle, puis là, je parle encore de blé fourragé. Donc optimiste 300-350, réaliste 275 à 300, puis pessimiste 250 à 275. Maintenant, ce qui peut tout changer, évidemment, c'est le grand classique. À ce temps-ci de l'année, on va débuter une saison sous peu, donc la météo peut quand même changer passablement notre portrait. On le sait, on est habitué avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le pipeline pour la météo? Première chose importante à noter, on est vraiment dans une transition, on était dans une phase La Niña. Et là, on va retourner assez rapidement dans une phase El Niño. Fait que je vous ai mis le graphique ici de qu'est-ce que ça peut avoir comme impact du côté de la température des précipitations aux États-Unis, le phénomène El Niño. Fait que vous voyez que le Midwest américain, là, globalement, peut-être un peu plus frais dans le nord du Midwest, du Corn Belt, peut-être un peu plus sec, sinon du côté des précipitations dans l'est du Midwest, un peu plus humide dans d'autres régions, mais pas nécessairement de grosses préoccupations à avoir avec El Niño. En fait, pour vous l'illustrer, ce que vous avez ici comme graphique vous représente, là, j'ai compilé dans le fond toutes les données qui disaient quand on était dans El Niño, qui est le côté gauche de mon graphique, quand on était dans aucun phénomène météo particulier, puis qu'on est dans une phase La Niña, puis les variations de rendement qu'on a observées. Fait que qu'est-ce que vous voyez du côté du maïs? C'est qu'en général, quand on est dans une phase El Niño, ben, on se trouve à avoir des rendements un peu mieux aux États-Unis, OK, par rapport à la normale. Ce qu'on ne se souhaite pas parce que l'an dernier, on a eu quand même des rendements records aux États-Unis. Fait que si on va chercher encore un peu plus à cause d'El Niño, ça va péter la baraque, mais bien franchement, je serais très surpris. Mais ceci dit, la propension, c'est qu'on a quand même des bons rendements, c'est ce que je veux que vous reteniez, aux États-Unis dans une phase El Niño. Puis c'est la même chose pour le soya. Vous voyez que là, dans les phases El Niño, en général, on a bien avoir un meilleur rendement aux États-Unis dans le soya. Maintenant, qu'est-ce qu'on prévoit comme météo au cours des prochains mois, au cours de la prochaine saison? Donc, de avril à juin prochain, vous voyez qu'on n'a pas vraiment d'inquiétude météo, peut-être un peu trop humide à droite pour le printemps, là, à droite, pardon, du côté est, sinon un peu plus chaud qu'à la normale dans le sud, mais rien de très préoccupant. Après ça, ben, vous voyez que dans l'ensemble, on va avoir des précipitations dans la normale qui sont prévues pour le printemps-été, des températures relativement chaudes. Puis après ça, ben, on va rester aussi relativement dans des conditions correctes aussi pour le reste de l'été, peut-être un peu sec du côté ouest, peut-être un peu encore chaud du côté ouest et dans le sud. Mais ce que je veux vous retenir, si ces prévisions-là se confirment, il n'y a rien d'inquiétant du côté des prévisions météo pour l'instant du côté des États-Unis. Ce qui peut préoccuper un peu, c'est que si vous comparez l'an dernier, vous voyez toutes les zones qui étaient très secs aux États-Unis, ben là, vous voyez, dans le Midwest, il y a encore quelques zones, mais dans l'ensemble, rien de préoccupant. Le vrai problème, ça va peut-être être là. On sait que les ensemencements sont quand même en baisse du côté à un creux historique, du côté du blé.
Donc, vous voyez qu'ici, c'est quand même très, très sec dans plusieurs régions des plaines américaines où il se produit du blé. Donc, évidemment, ben, ça surtout que le blé là, va sortir de dormance, c'est en train de sortir de dormance, ça prend des conditions, ça prend de la neige, ça prend de la neige, de l'accumulation d'eau dans le sol pour supporter ça, la croissance de ce blé d'hiver-là. Donc, c'est peut-être là qu'on pourrait avoir des problèmes assez rapidement si, dans les prochaines semaines, quand ça va sortir comme peau de dormance. Puis ça va retourner en croissance. Sinon, pour le Québec, si vous posez la question, j'ai compilé aussi les données. J'avais moins d'historique par contre de rendement, mais j'ai quand même compilé les données. Dans le cas de l'Igno, en toute transparence, ça ne fait pas grand-chose. Donc, vous voyez, dans le maïs, on parle d'une légère baisse possible. Et vous voyez que c'est quand même très disparate. Donc, quand on est dans une phase El Niño. Et dans le soya, c'est encore plus disparate. Donc, des variabilités très variables. Mais si on compile, ben, on arrive à une moyenne de un peu plus de rendement dans le soya. Mais honnêtement, les données sont trop disparates. On ne peut pas compter là-dessus. Ce que vous devez retenir, c'est qu'El Niño ne devrait pas changer grand-chose dans les rendements qu'on va observer au Québec. Maintenant, si on regarde les prévisions là, d'ici la mi-avril, puis on va aller plus loin progressivement dans les prévisions météo. Donc, vous voyez que les températures, système canadien, système GFS, donc les deux prévoient quand même des températures qui sont relativement fraîches, un peu plus fraîches qu'à la normale. Par contre, le système GFS est davantage, je dirais, neutre, donc de retour dans une tendance saisonnière normale à partir de la mi-avril. Donc, les deux modèles météo ne s'accordent pas 100%, mais ça risque d'être quand même un peu plus frais qu'à la normale. Puis, si on regarde du côté des précipitations, c'est là que c'est plate parce qu'on se rappelle que l'an dernier, ça a été tannant, le printemps qu'on a eu d'humide. Mais là, ça s'annonce encore humide. Si on regarde d'ici la mi-avril, on voit des précipitations de 10 à 25 à 50 au-dessus des normales, autant dans le système canadien que le système GFS. Et si vous regardez les prévisions que Météo Média a sorties, je pense qu'il y a un mois, donc, vous voyez que ça concorde aussi avec ce qui est prévu pour le printemps, donc des précipitations au-dessus des normales, avril-mai, mais des températures qui sont dans les normales, donc pas plus chaudes qu'à la normale, bien que du côté ouest, ben, ça sera peut-être un petit peu plus frais. Fait qu'on va se projeter en avant parce que là, si on regarde le printemps, ça s'annonce encore un printemps frais et humide. Mais si on regarde pour le reste de l'été, si on regarde les prévisions plus long terme que nous donne Environnement Canada, ben, vous voyez qu'on ne s'attend pas à avoir de grosses divergences du côté de la normale pour les précipitations. Par contre, puis c'est le cas depuis 2, 3, 4, 5 ans, les températures sont prévues au-dessus des normales, quand même notablement là, pour avril à juin, puis de juin à août, ça va continuer aussi. Et le dernier point, là, on a la météo qui peut être un game changer. Puis je pensais jamais faire ça dans mes présentations d'analyse de marché, mais il faut devenir de plus en plus un analyste géopolitique aussi. Donc, on peut parler rapidement de géopolitique parce que je pense que c'est important. Ça a un impact quand même sur le marché des grains. C'est quoi l'impact que ça peut avoir? Regardons rapidement qu'est-ce qu'il y en est. Premièrement, il faut rappeler qu'il y a des tensions, il y en a partout sur la planète présentement, là, avec un paquet de monde. Mais là, le problème, c'est qu'on a aussi des guerres un peu partout. Puis là, je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'en ce moment, là où ça brasse le plus, c'est l'Iran, bien entendu, avec les États-Unis et Israël. Donc, ça, évidemment, ça brasse beaucoup. Nous, on a aussi la Chine. Puis là, je fais juste une parenthèse tu sais, la Chine qui est, probablement pas très contente de ce qui se passe du côté de l'Iran. D'ailleurs, ils ont encore sorti un communiqué à ce sujet-là. Mais là où je trouve ça va être intéressant à suivre, c'est que vous savez très bien que la Chine a les yeux sur Taïwan depuis des années. Ils veulent reprendre Taïwan. Évidemment, Taïwan a une entente avec les États-Unis, mais là, avec ce qu'est en train de faire les États-Unis, j'ai bien hâte de voir ce que va faire la Chine avec Taïwan plus que jamais, parce que là, on s'entend que, veut pas, les États-Unis sont rentrés au Venezuela, sont en train de rentrer en Iran, tu sais, ils sont en train de faire un paquet de choses qui disent là, qui disent que la Chine ne devrait pas faire, mais là, la Chine va peut-être finir par se balancer et rentrer du côté de Taïwan, fait que ça peut brasser aussi. Mais ultimement, qu'est-ce que ça a comme incidence, tout ça? Principalement 2 choses. Ça affecte le marché du pétrole, puis j'ai pas besoin de vous le dire, si vous avez été tanké, puis vous allez tanker aujourd'hui, vous avez trouvé le temps long. Les prix ont augmenté beaucoup du côté de l'essence, donc beaucoup du côté de l'énergie, ce qui peut avoir en passant un effet diffus sur la demande pour les biocarburants, le biodiesel, qui est quand même positif. C'est un élément à mentionner de ce côté-là. Mais le deuxième élément, c'est que ça affecte évidemment beaucoup les voies maritimes de transport. Donc, le marché d'énergie, transport maritime, les devises sont affectées beaucoup aussi par toutes ces tensions géopolitiques-là. Ce qui a un effet quand même diffus sur le marché des grains.
Mais le plus gros effet que ça a sur le prix des grains, c'est beaucoup la nervosité des marchés, financiers, qui affecte la nervosité qu'on observe dans les prix aussi à la bourse de Chicago pour les grains. Parlant de nervosité, de spéculation, vous le voyez assez bien, voyez-vous, là, depuis que la guerre a éclaté en Iran, les spéculateurs sont de retour en force dans le marché du maïs. Eux qui n'étaient pas si optimistes que ça pendant un long moment en 2025. Donc, là, ils veulent acheter du maïs. Évidemment, le thinking, c'est que ça va être intéressant pour l'éthanol. Et le soya est encore plus intéressant. Vous voyez que ça swing beaucoup. Les spéculateurs ont été très présents en novembre. M. Trump ayant annoncé que c'était entendu avec la Chine. Finalement, ça s'est jamais concrétisé à 100%. Fait qu'ils ont relâché le marché, mais le dernièrement, Trump avait annoncé aussi s'entendre avec la Chine. Fait que là, il rembarque dans le marché. Fait que vous voyez que toutes ces tensions-là, ces choses-là affectent quand même le prix des grains, beaucoup par spéculation. Puis le blé, lui, on voit que les marchés sont moins négatifs dedans, mais sont encore un peu négatifs par rapport au marché du blé. Spécule moins que dans le cas aussi, en passant, du maïs puis du soya. Puis en général, gardez en tête que les spéculateurs ne sont pas là pour longtemps. Oui, dans le fond, quand je dis pas longtemps, ils peuvent être achetés ou vendus pendant un bon moment. Par contre, ils ont tendance à bouger assez rapidement. Puis vous le voyez très bien avec le soya, entre autres, juste ici. Le soya, dans les derniers mois, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, m'ont dit: T'en penses quoi? C'est quoi qui se passe? Pourquoi ça monte comme ça? C'était beaucoup un jeu de spéculation qui faisait souligner à la hausse, mais aussi à la baisse le prix du soya. Donc, les spéculateurs ne sont pas là toujours très longtemps. Gardez en tête, la dernière fois, là, tu sais, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est il y a encore quoi, 4-5 semaines, on a atteint 600-610 la tonne dans le soya au Québec. Du jour au lendemain, puis je me rappelle, j'ai eu un téléphone le lendemain, qu'est-ce qui se passe, Jean-Philippe? On était redescendu à 580. Mais une des raisons, c'est exactement ça, c'est que ça swing au gré de qu'est-ce que dit M. Trump, qu'est-ce qui se passe. Donc, les spéculateurs, eux, embarquent là-dedans, puis ça nous affecte. Fait que ça, il faut vraiment en tenir compte, puis ça dure des fois pas très longtemps. Puis garde en tête aussi que tout ce qui monte doit redescendre. Fait que quand vous voyez des swings comme ça alimentés par de la spéculation, ça peut péter assez rapidement à la baisse quand ça a monté. Fait que mon dernier mot pour conclure, les prix des grains sont maintenant sur le neutre, je vous le rappelle. Donc, on a vraiment une tendance neutre confirmée, peut-être un peu plus soutenue. Puis, je n'exclus pas des hausses intéressantes qui soient possibles, entre autres aussi parce que je viens de le dire, il y a quand même beaucoup de spéculation dans le marché. Il y a des éléments intéressants aussi, comme exemple dans le soya, biodiesel, c'est intéressant. Éthanol, c'est quand même intéressant. Exportation US de maïs américain, c'est quand même intéressant. Donc, il y a quand même des éléments intéressants qui pourraient nous amener des swings intéressants à la hausse aussi. Hem, Si on suit aux chiffres qu'on a de façon très globale, la demande est quand même là et l'offre devrait être un peu moins importante cette année, fait que ça nous amène un contexte de marché qui devrait être encore une fois un peu plus soutenu. La suite, par contre, va dépendre, bien entendu, beaucoup de la météo. Puis on a regardé les prévisions météo ensemble, puis vous avez vu qu'en réalité, on n'a pas de tant de préoccupations météo que ça à l'horizon pour l'instant. Mais je vous promets qu'il va y avoir des stress météo au cours de la prochaine saison. À chaque année, pratiquement, il y en a, c'est rare qu'il n'y en a pas. À partir de là, les prix vont swinguer, les gens vont spéculer, puis ça va donner des opportunités intéressantes dans le marché. Mais aussi, il y a les sauts d'humeur de M. Trump qui affectent beaucoup les marchés. J'ai donné l'exemple à répétition dans le cas du soya. Bon, ben oui, je vais m'entendre avec la Chine. Non, je ne m'entendrai pas. On se reparle dans 4-5 semaines. Ça affecte beaucoup, surtout dans le cas du marché du soya. Beaucoup d'incertitudes géopolitiques, beaucoup de spéculation. Fait que moi, le mot d'ordre que je dis dans toutes mes conférences cet hiver, puis ça va être le cas encore en 2026-2027, j'en suis assez certain, c'est que tout rallye que vous voyez, des prix méritent d'être vendus. Tu sais, je l'ai dit à la blague un peu, mais tu sais, un classique que j'entends souvent, c'est un producteur appelle un négociant, dit: «Écoute, et on est à combien aujourd'hui?» Le négociant dit: «Hey, écoute, on est à 600 la tonne dans le soya présentement. C'est ce que tu me disais que tu voulais avoir depuis des semaines?» Ah ouais, là, le producteur répond: «Ah ouais, ben, tu sais, il a monté. Ah, attends, rappelle-moi dans une semaine, et il va continuer à monter». Mais cette façon de fonctionner-là est très dangereuse cette année à cause de la spéculation. Fait que quand vous voyez qu'il y a des rallyes vraiment intéressants qui montent, ça vaut vraiment la peine d'en vendre et non de vous dire: «Ça devrait continuer à monter». Parce que gardez en tête que pour l'instant, on est sur une tendance neutre. Oui, on peut avoir des éléments qui vont se mettre en place, qui vont changer ça dans la prochaine année puis en 2026-2027, mais on les a pas ces éléments-là pour l'instant. Donc vraiment faire attention à ça et profiter des rallyes lorsqu'ils se présentent. Fait que je vous dirais, ça fait le tour de ce que j'avais à présenter aujourd'hui.
Je ne sais pas s'il y a des questions, ça fait quand même pas mal de stock, hem, à digérer. Voilà. Ben, merci Jean-Philippe pour ta présentation. On Plaisir. avait une question qui était de revoir la diapo des prix du Québec pour le soya. Sinon, j'ai Mmh. pas d'autres questions pour l'instant, mais j'invite tout le monde à les écrire dans le chat ou dans le Q&A, puis on va pouvoir les prendre, à mesure. Bon, ben, j'en ai une question présentement. Oui. Est-ce que les élections de mi-mandat aux États-Unis pourraient avoir un effet sur le prix des grains? Hem, je pense pas, mais c'est une excellente question, sincèrement. Je ne sais pas qui a posé la question, mais Céline. je la petite Maudine. Mais, tu sais, je réfléchis là, tu sais, en toute transparence, peut-être à cause que monsieur Trump, pour faire plaisir à sa base électorale, va essayer vraiment de faire une entente avec la Chine, puis dire: «Ça y est, j'ai une entente». Et finalement, il y en aura peut-être même pas de signé, là. Fait que peut-être qu'en prévision de ces élections de mi-mandat-là, monsieur Trump va rivaliser d'ingéniosité pour encore annoncer qu'il s'est entendu à la Chine avec des achats massifs de ceux américains, là. Fait que, c'est peut-être ça que je vois, mais sinon, en dehors de ça, je ne vois pas autre chose, là. Et Parfait. là, Ben, pour je ne sais le pas le si vous soya, avez dans des le fond, commentaires. Oui, ouais. vas-y. Ben là, je sais pas, on m'a demandé de revoir, dans le fond, le comportement du prix moyen du soya depuis 2012 au Québec. C'était ça le Oui. graphique. Est-ce que c'est pour prendre un screenshot ou est-ce que c'est pour que je l'explique? La personne qui a posé la question. Quelqu'un a demandé de la revoir si possible, alors, Ouais, j'imagine bien que sûr. c'était pour, Ouais. peut-être Ben, avoir un en petit fait, résumé là. ce que je vois, premièrement, en passant, faites attention, là, je sais que le soya, encore une fois, est beaucoup transigé livré et non à la ferme, hein, c'est des prix à la ferme, là, à faire attention. Ben, dans le fond, ce que je vois dans le marché du soya, première chose, puis pour le Québec, vous voyez que la tendance baissière, ça est clairement terminée. On voit que depuis 2024, il y a quand même une certaine fermeté qui s'est installée dans le marché du soya. On a même, dépassé le 600 la tonne, heu, le 600 la tonne. Puis en toute transparence, moi, je ne m'attendais pas à ça. D'ailleurs, si Ramsey est là, je lui dois une bouteille de vin parce qu'on avait fait un pari qu'il n'atteindrait pas 600 et Ramsey avait dit qu'il atteindrait 600. Fait que je vais honorer ma parole sur ce shot-là. Mais essentiellement, dans le fond, fait que c'est ça, fait qu'on est sur une tendance haussière. Puis, tu sais, quand on regarde le graphique qui est ici, tu sais, on ne peut pas exclure qu'éventuellement, on ne va pas aller chercher du 610, 650 et plus, là. Le point, c'est que si on atteint cette zone-là, comme je l'ai dit, la base est solide dans le marché. Je pense que ça a été intéressant ce qu'on a observé au Québec où il y a eu quand même des demandes ponctuelles, plus qu'on s'y attendait du côté de l'exportation. En fait, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai vu un peu aussi à travers la base. Fait que ça peut nous aider à soutenir le marché du soya puis amener des swings ici. Par contre, dans la zone optimiste, mais par contre, je n'ai pas d'éléments qui me donnent à croire qu'on est officiellement sorti de notre tendance neutre, qui est la zone en jaune que vous voyez ici, là. Oui, on est sur une tendance haussière. L'année prochaine, quand on va se reparler, peut-être que là, je vais pouvoir vous dire officiellement, on est sur une tendance à la hausse, assez solide. Mais là, j'ai rien qui me donne à croire que ça va être le cas. Donc, on est sur une tendance neutre, encore, pour le moment. Je ne sais pas si ça clarifie un peu plus, ma diapo. Tout à fait. Merci Jean-Philippe. Puis on a une autre question, toujours de Céline. Les prévisions du USDA ont été critiquées l'an dernier. On a attribué les différences entre les prévisions et les chiffres réels aux coupures de personnel au USDA. Est-ce que tu crois que c'est un enjeu considérant l'importance des rapports du USDA sur le prix des grains? Céline, appelle-moi avant pour me dire tes questions à l'avance. C'est des questions en développement. Ben, c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle qu'avec les coupures qu'ils ont faites, c'est sûr que ça joue sur la qualité des rapports. Malheureusement, le problème qu'on a avec ça, c'est que ça reste toujours le benchmark des marchés. C'est ça le problème qu'on a. Fait que oui, ça peut affecter la qualité des données. Oui, ça a été la justification qu'ils ont donnée. Je pense que si ça se poursuit à long terme, ben, c'est sûr que, tu sais, le USD va perdre de la crédibilité auprès des marchés. Mais malheureusement, ça va prendre quand même beaucoup de temps parce que c'est fortement ancré dans la tête des gens de suivre ces rapports-là. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est un benchmark. Qu'on les critique ou qu'on les critique, ça reste un benchmark, là. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Céline, mais je suis d'accord avec toi que ça aide pas si ils ont fait des coupures, ils ont fait des coupures USDA, là. La qualité des données peut en souffrir, ça, c'est sûr. J'ai pas d'autres questions pour le moment. Elle dit oui, merci pour la réponse.
Alors, j'ai pas d'autres questions pour le moment. Dans le fond, ben, je voulais te remercier, Jean-Philippe, puis, Plaisir. on va peut-être attendre encore peut-être une seconde ou 2, voir s'il y a d'autres questions qui se rajoutent. Mais sinon, je vais conclure. Alors, encore une fois, un gros merci à nos commanditaires aussi, les commanditaires majeurs Semences Pride, Pioneer, G3 et Syngenta, ainsi qu'à nos commanditaires réguliers Prograin et les producteurs de grains du Québec. J'espère que les informations vont vous être utiles. Je vous souhaite une excellente saison et je vous invite à revoir ou voir le webinaire au courant de la semaine prochaine. Il va être disponible sur notre site web. Voulais-tu rajouter quelque chose, Jean-Philippe? C'est beau de mon côté. Ça m'a fait D'accord. plaisir, comme à chaque année, on va se dire à une 7e édition, sait-on jamais? À une 7e édition, il va peut-être y avoir des changements. On travaille sur une amélioration continue. Yes sir. Excellent. Merci beaucoup à tous pour votre Merci à tout participation. le monde. Bye bye.